Bonjour à tous, officiellement, bienvenue. Aujourd'hui, cuvée Nicolas François 2007. À cuvée exceptionnelle, compagnie exceptionnelle. Et donc, même si vous ne le voyez pas, Florent est là. Bonjour à tous. Florent est notre chef de cave. Donc, c'est lui qui élabore toutes nos cuvées, nos vins de base, et que nous validons ensuite dans notre comité de dégustation, dont il fait bien sûr partie. Avant de lui passer la parole, je voulais vous rappeler quelques points sur la cuvée Nicolas François et son historique. Certains d'entre vous, je pense beaucoup d'entre vous maintenant, le savent, mais la cuvée Nicolas François est notre cuvée de prestige historique. Elle porte le nom de mon arrière-grand-père. Je suis toujours la 7e génération et c'est grâce au mariage de Nicolas François Billecart avec Elisabeth Salmon que la maison Billecart-Salmon est née en 1818, donc il y a 202 ans. La réputation de cette cuvée a explosé à partir de 1999, lorsque Richard Julien décide, avec un comité d'experts, que le millésime 1959 avec le millésime 1961 finissent premier et deuxième de la compétition du champagne du millénaire. Et voilà, donc c'est notre brut millésimé qui a été renommé cuvée Nicolas François en 1964. Voilà pour la partie historique. Je vais maintenant passer la parole à Florent qui va vous expliquer les aspects techniques de l'élaboration de cette cuvée, sa perspective sur la vendange 2007, et aussi vous faire un commentaire de dégustation beaucoup plus complet que je vous le ferai à l'accoutumée. Et je vous rejoins vers la fin parce qu'on a une autre petite nouveauté que j'aimerais vous présenter également. À toi, Florent. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans ce live. Je suis très heureux donc de vous parler de la cuvée Nicolas François 2007. Et je vais commencer par vous présenter l'assemblage. Alors on est sur un assemblage qui est très classique pour le Nicolas François, parce qu'on est à 60% Pinot Noir et 40% Chardonnay. Comme toujours, on va choisir les meilleures parcelles de notre vignoble pour cette cuvée. Et en termes de cru, cela se traduit par Mareuil-sur-Ailly, par Ailly, par Verzenay. Cette année, on n'avait pas mis d'Ambonnay, ça ce sont les Pinots Noirs. Et pour les Chardonnays, on est sur le Ménil-sur-Auger, on est sur Chouilly. Et on est sur Avise aussi également, voilà. Alors, donc en termes de composition grand cru, premier cru, on est sur 79% de grand cru. C'est vraiment très important. Et 21% de premier cru. Et là, on est sur Mareuil-sur-Ailly, un premier cru. Alors, vous connaissez peut-être le dicton, Mareuil-sur-Ailly, Ailly le nom et Mareuil le goût. Voilà. Bon, c'est un peu chauvin, je l'admets, mais bon, voilà, ça fait plaisir. Voilà. Alors après, en termes d'assemblage, de vinification surtout, on est sur un assemblage qui a été vinifié avec 85% de vinification en cuve inox, donc thermorégulé pour donner de la fraîcheur et la pureté du fruit. Et on a ajouté à l'assemblage 15% de vin vinifié dans des petits fûts de chêne. Alors ce sont des fûts qui ont une quinzaine d'années. Ce sont des fûts qui ne vont pas marquer du tout les vins, mais qui vont donner plutôt un côté riche et structuré. Alors toutes ces fermentations, elles ont eu lieu à 13 degrés, c'est la marque de fabrique de la maison. Donc 13 degrés, ce sont des fermentations alcooliques qui vont durer plus ou moins 3 semaines. Pardon, j'ai un petit problème de... Voilà. Donc c'est des fermentations qui vont durer plus ou moins 3 semaines. Méthode spécifique à la maison Billecart-Salmon, justement, pour donner beaucoup de fraîcheur et pour donner une expression pure du fruit. Voilà. Ça détaille vraiment tout ça. La cuvée elle a été dégorgée en juillet 2019, après un long vieillissement sur lit. On était sur un vieillissement de 11 années. Et ces 11 années, c'est fondamental parce que sur lit, le vin, il acquiert une complexité et vous allez voir au travers de la dégustation, c'est très complexe. Le dosage choisi, dosage extra brut, donc 6 grammes par litre. Et on avait choisi avec le comité de dégustation
un dosage avec de la liqueur noire, la liqueur Pinot Noir de réserve. Alors on va dire quelques mots sur la vendange 2007 avant de commencer le testing. Donc vendange 2007, c'était une vendange précoce, une vendange qui avait commencé mi-août plutôt, voilà. Et ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait un démarrage assez précoce de la vigne au printemps. Et ensuite, c'est suivi une floraison tout aussi précoce. Après, un beau temps s'est installé jusqu'à la fin juillet. Et on a eu des vendanges qui ont pointé leur nez autour du 20 août. Voilà. Alors nous, la particularité, c'est qu'on a attendu le 10 septembre pour aller cueillir ces raisins qui vont rentrer dans la composition de cette cuvée. Donc le 10 septembre, justement, on avait une super maturité. Et on avait, là c'est très technique, mais je dois vous le dire, on avait un taux d'acide malique qui était très faible, ça veut dire inférieur à 4 grammes par litre. Et là, ça nous permettait de bloquer une belle partie des fermentations malolactiques. Bon, je vais servir le vin et puis je vais commencer la dégustation avec vous. Voilà, on a notre fameuse bouteille Fondation, si particulière à Vilca. Alors, vous l'entendez peut-être, hein, et on entend la mouche chanter. Alors vous voyez, on a vraiment une belle robe, pâle, hors pâle, avec des reflets qui sont très brillants. Et vous voyez, on a une bulle qui est très très fine, très dynamique, très énergique. Et ça donne vraiment envie de commencer le testing. Alors on est, waouh, on a un super nez. On commence déjà par une superbe définition des fruits noirs, les myrtilles. Ensuite, après, on est sur les mirabelles de Nancy avec leur côté juteux. On a ensuite un côté floral qui vient, on peut citer l'aubépine notamment. Et puis des petites notes anisées, du fenouil. Alors on a vraiment une grande définition du fruit frais et une grande fraîcheur. À l'aération, on a des notes beurre fondu qui arrivent et légèrement truffées et qui signent vraiment ce nez. Ça donne envie de voyager et à travers la dégustation en bouche. Waouh, quelle attaque! On a vraiment une attaque qui est extraordinaire. La bouche, elle est vraiment crémeuse avec beaucoup de douceur. Et après, sur le milieu de bouche, on a toutes ces notes de beurre fondu, d'amandes toastées qui viennent donner vraiment une belle amplitude au milieu de bouche. Et puis après, on retrouve la fraîcheur du 2007 avec la bouche qui se retend sur des notes calcaires, sur des notes de citron, de mandarine aussi. Et il y a même une petite note mentholée qui donne beaucoup de fraîcheur. On a vraiment toute la quintessence de 2007. Voilà. Alors pour accompagner cette formidable cuvée, on peut imaginer un pairing avec du homard grillé, parce qu'on va avoir la noblesse de la chair qui va vraiment s'accommoder parfaitement avec la tension du vin et puis le côté crémeux aussi qu'on a sur l'attaque. Et les notes agrumes, c'est parfait. Alors vous pouvez boire cette cuvée maintenant, mais si vous en achetez plusieurs, vous pouvez la garder 10 ou 20 ans. Merci Florent pour cette magnifique explication. Il y aura des questions sur lesquelles nous allons revenir dans un moment. Je voulais par contre simplement prendre cette opportunité pour vous parler d'un petit changement également sur notre site internet que nous avons appelé la cartographie des millésimes. Alors, pourquoi cette cartographie de millésimes et qu'est-ce que c'est? Chez Bilka Salmon, nous voulons que vous ayez la meilleure expérience de dégustation.
Pour cela, il est bien évident que nous nous attelons à produire des vins d'exception, que ce soit du Brut Réserve jusque des cuvées comme Nicolas François. Mais il est aussi évident que tous les goûts sont différents et qu'on essaye de gérer ces attentes-là à travers différentes cuvées, que ce soit du blanc de blanc, au rosé, au Brut sous-bois, aux cuvées de prestige. Mais cela aussi dépend des goûts de chacun. Donc avec Florent, nous avons travaillé ces derniers mois à cartographier l'évolution de nos cuvées de prestige. Aujourd'hui, je vous présente le tableau pour la cuvée Nicolas François. Et en fait, Florent a identifié 5 étapes dans le vieillissement d'une cuvée. L'étape fraîcheur, épanouissement, épices, maturité et complexité. Vous pourrez retrouver ce tableau sur notre site internet. Mais c'est important parce que ça vous donne une idée du goût potentiel d'une cuvée comme celle de Nicolas François qui va avoir une durée de vie qui va varier entre 10-20 ans à 40-50 ans, dépendant de la vie du bouchon. Donc, pour reprendre les termes de Florent, vous allez retrouver un millésime 2007 sur son étape fraîcheur, 2006, qui est le millésime que vous trouverez plus facilement chez nos amis cavistes, dans la phase épanouissement. Un millésime mythique tel que le 2002, auquel nous croyons beaucoup et qui a un potentiel de vieillissement énorme en phase épice, tout comme 96, qui est lui plus prêt à boire, c'est pour ça que vous voyez une forme différente sur la bouteille. Et si vous aimez la phase maturité, vous allez vous faire plaisir avec des millésimes comme 98 ou 90. Et pour la phase complexité, là vous allez prendre les blockbusters historiques tels que le 89. Donc l'idée de cette cartographie, c'est un petit peu difficile à vous la présenter comme ça en vidéo. C'est vraiment pour vous de mieux comprendre l'évolution de nos cuvées. Nous avons la chance, ainsi que Florent, peut-être de les déguster plus souvent que vous, même si je connais certains, Yuri en étant un et d'autres qui en boivent mine de rien peut-être autant que nous, mais de pouvoir comprendre cette évolution-là, d'apprendre un petit peu vos goûts, quelle est l'étape qui vous fait le plus plaisir, et pour certains, se faire plaisir avec des verticales pour pouvoir explorer et comprendre l'évolution de chacun. Donc voilà, cette cartographie des millésimes est disponible en dessous, en fait, les descriptions de chaque cuvée sur notre site internet, et vous aurez la cartographie Nicolas François comme Louis Salmon et Elisabeth Salmon qui sont nos deux autres cuvées de prestige. Voilà pour cette cartographie. Ensuite, si vous avez des questions, c'est le moment. Nous avons eu déjà certaines et Florent a essayé de répondre à certaines lors de sa présentation. Il y en a une qui est revenue plusieurs fois, donc je vais demander à Florent de clarifier sur son point de vue sur le vieillissement potentiel du Nicolas François 2007. Florent, qu'en penses-tu ? On a vraiment un vin qui est très équilibré, avec beaucoup d'équilibre dans sa conception de bouche et une grande fraîcheur. Et pour moi, je vois un long vieillissement autour d'une vingtaine d'années au minimum. Voilà. Après, vous pouvez l'apprécier maintenant sur vraiment la fraîcheur, le côté calcaire, l'épanouissement du fruit, enfin des belles notes de fruits plutôt. Et après, sur des choses peut-être un peu plus grillées, je pense qu'il va évoluer dans cette voie-là. Et pour moi, il a vraiment une énergie incroyable. Il fait vraiment penser au 85. Florent, il y a une question tout de suite pour toi, parce que ça, c'est ta grande spécialité et c'est le sujet du moment. Bilcar Salmon, Malo chaque année ou pas sur vos vins? Quelle est notre approche vis-à-vis de la fermentation malolactique? Tu es en plein dedans. Alors, comme chaque année, à l'issue des fermentations alcooliques à 13 degrés, on va déguster chaque cuve, chaque lot. Et là, on va prendre la décision de bloquer ou pas bloquer la malo. Cette année, on a bloqué 45% des fermentations malolactiques. Et on a vraiment des superbes résultats sur ces vins déjà. Ouais. Mais c'est les résultats d'une analyse et d'une dégustation cuve par cuve. Il n'y a rien de systématique. Tout est dégusté afin de maximiser, d'optimiser le goût et le potentiel de chacun de nos vins de base à travers ces vinifications en dentelle. Une autre question qui venait de Yuri, qui nous demandait, c'est un petit peu le challenge, et donc du coup Florent me l'a redonné celle-là, c'était de décrire en 3 mots la cuvée 2007 ainsi que la cuvée 2006, qui est l'autre que vous trouverez relativement facilement, et 2002 pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'en trouver. Donc 2006, moi je dirais en 3 mots richesse, maturité, et même si c'est pas ces 2 mots de plus, c'est plaisir immédiat. La 2006, de par sa phase à laquelle a atteint relativement rapidement de l'épanouissement, comme on l'a appelé dans notre cartographie,
vraiment vous offre un plaisir d'une maturité pour un vin qui est relativement jeune, en tout cas à l'échelle de Bickersalmont. Le millésime 2007, je le décrirais complètement différemment. Je dirais fraîcheur, c'est un mot qui est revenu plusieurs fois dans l'explication de Florent, je n'ai pas compté. Longueur et potentiel. Parce que au-delà de l'avilissement total, je pense que c'est vraiment un millésime qui va passer par les 5 étapes qu'on vous a décrites dans la cartographie. Pour répondre à Isabelle Hilton, non, toutes les liqueurs sont dégustées à l'aveugle par le comité de dégustation, donc ce n'est pas forcément les mêmes. Nous passons autant de temps à déterminer les liqueurs de dosage que nous allons mettre en place, autant que pour les assemblages. Donc tout est fait à l'aveugle par Florent, qui nous propose 6 échantillons et on valide sur cette base-là. Donc rien n'est systématique chez Bickersalmont, tout est fait dans le détail, à chaque fois, différemment, afin de s'adapter et de coller le mieux au vin. L'autre question qui était sur le millésime 2007, ça va être pour Florent, la question était 2007, millésime, certainement si on compare avec 2008 qui n'a pas la même cote, entre guillemets, oui. Cependant la maison a fait ces 3 cuvées de prestige fait très rares. Pourquoi et comment expliquer ça? C'était un petit peu la question. Alors 2007 pour nous c'est un millésime qui est extraordinaire. Et on l'a su dès qu'on avait terminé les fermentations alcooliques. Là, il y a une étape dans la vinification, il y a une étape clé où on va saisir vraiment un potentiel de vieillissement. Vous avez le fruit, vous avez les levures qui donnent du gras, et il y a un équilibre qui se dessine. Et ça, c'est un peu l'équilibre qu'on aura après au printemps quand le vin aura digéré son élevage sur les lits. Alors donc déjà à cette étape, on avait beaucoup de croquants, beaucoup de fruits. Et on avait vraiment une grande définition, c'était vraiment très bon. Donc voilà, on a su déjà qu'il y avait un potentiel. Après, on a tiré ces cuvées fondation et elles avaient besoin de temps. Vous le voyez à la vendange, on a attendu le 10 septembre pour vendanger les raisins. La vinification à basse température, c'est 3 semaines, donc c'est encore la dimension de temps qui est très importante. Et après, vous avez 11 ans de vieillissement sur l'île. Donc c'est un grand millésime, oui. Quand on savait séparer les cœurs de terroir, les vinifier à part, les vinifier à basse température, donc avec la noce au temps, prendre le temps de l'élevage sur lit, voilà. On peut réussir un grand millésime en 2007 et j'espère que vous y goûterez rapidement. Voilà, 2007, nous, en fait, comme on dit ici, c'est dans les millésimes peut-être un petit peu plus difficile à travailler qu'on voit les grands vignerons. Et je pense que des belles maisons, des bons vignerons ont fait des très grands 2007 et que nous sommes extrêmement confiants et on pense qu'il est relativement sous-estimé par rapport à la moyenne. Et c'est comme ça. Et on pense réellement, on n'aurait pas fait ça dans cette année-là si on ne pensait pas qu'on avait une capacité de créer des vins d'exception parce que des cuvées comme celle-ci, elles sont là pour créer ces moments d'exception. C'est particulièrement compliqué en ce moment avec les contraintes sur la vie sociale, mais vraiment, voilà, elles sont là pour créer le moment. Ce sont des acteurs majeurs pour créer un moment d'exception avec ou tout seul ou avec vos proches.